qui parlait de la respiration pendant la parole chez les individus qui ont la maladie de Parkinson. Donc on sait que la respiration pendant la parole, ça demande une coordination des forces musculaires actives et passives pour moduler la pression nécessaire à la parole, et que chez les individus avec Parkinson, il y a une altération de cet équilibre qui fait que le langage leur demande plus d'efforts. Donc les enjeux de cette étude, c'était de rendre la parole moins fatigante afin d'éviter l'isolement social et donc une diminution de la qualité de vie, d'améliorer les caractéristiques de la voix, parce qu'on sait que la respiration pendant la parole, ça joue également sur l'intensité et sur la longueur des énoncés. Et enfin, qu'il y ait une bonne adaptation des comportements respiratoires, parce que des études précédentes ont montré que prendre en charge la parole sans prendre en charge les comportements respiratoires, parfois faisait que les patients n'adaptaient pas correctement leur respiration. Donc on a choisi cet article parce que la problématique était concrète et que l'intervention était détaillée, donc elle pourrait potentiellement intéresser les professionnels ici présents. Donc je vais d'abord faire un petit rappel théorique sur les mécanismes de la respiration chez les individus sains. Donc au repos, l'inspiration est active, c'est-à-dire que c'est la contraction musculaire des muscles inspirateurs qui permet à la cage thoracique de s'élever et aux poumons de se remplir d'air. Tandis que l'expiration est passive, et donc c'est simplement les forces de rappel de la cage thoracique qui la font revenir sur elle-même et qui permettent à l'air de sortir des poumons. Et pendant la parole, donc ce pattern respiratoire est modifié. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous avez le volume pulmonaire en ordonnée et le temps en abscisse. Donc en fait, la parole se fait sur l'expiration et elle devient donc beaucoup plus longue. C'est la grande pente ascendante que vous avez. Et elle devient alors active avec d'abord la contraction des muscles inspirateurs pour ralentir la descente de la cage thoracique, puis la contraction des muscles expirateurs pour parler à un plus bas volume pulmonaire. Et chez les individus qui ont la maladie de Parkinson, on observe des patterns respiratoires différents que chez les individus sains. Donc en fait, ils ont un volume d'initiation et de terminaison de la parole qui est soit supérieur, soit inférieur à celui des patients typiques, enfin des personnes typiques. Et comme on peut le voir sur le graphique, si vous avez un volume pulmonaire qui est plus haut ou plus bas, vous avez une contraction des muscles qui est plus importante, c'est ce qui est entouré en bleu, et donc qui fait que ça nécessite plus de force active et que ça va leur demander plus d'efforts pour respirer pendant la parole. Et cela est problématique parce qu'à cause de leur pathologie, ils ont déjà plus de difficultés à gérer la force et le contrôle des muscles respiratoires. Ils vont donc avoir d'autant plus de difficultés pour moduler et contrôler la pression d'air nécessaire à la parole. Donc la méthodologie d'étude, elle avait 12 participants avec une moyenne d'âge de 75 ans. C'était une intervention qui portait sur les muscles expiratoires, donc pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'ils sont impliqués pendant la parole, également parce qu'ils soutiennent le diaphragme et parce qu'en agissant sur les muscles expiratoires, on espère améliorer la parole fonctionnelle. Et donc cette étude avait 4 semaines de pré-traitement qui servaient à établir une ligne de base la plus stable possible, 4 semaines de traitement et les données étaient récoltées encore 4 semaines après le traitement. Donc, parmi les mesures, la plus importante, c'était le MEP, donc la pression expiratoire maximum. On demandait aux patients de souffler le plus vite et le plus fort possible dans un appareil et on récoltait en fait leur meilleure performance. Il y avait également des données acoustiques qui étaient prises sur la parole, des données respiratoires telles que les volumes pulmonaires d'initiation et terminaison de la parole, et de la parole spontanée sur laquelle on relevait, par exemple, le nombre de syllabes par respiration et la longueur des énoncés. Donc cette intervention était faite avec un appareil, le EMST 150. Donc on trouvait intéressant de vous le présenter parce que c'est un appareil qui est relativement abordable et donc même pour les logopèdes indépendantes qui pourrait être intéressant. Et on demandait aux patients de faire une expiration forcée parce que ça nécessite les mêmes muscles que la respiration pendant la parole jusqu'à atteindre un seuil de pression qui était fixé à 75% du maximum qu'ils pouvaient atteindre. Donc en fait, le MST, c'est l'appareil que vous voyez là. Les patients soufflent dedans. Vous pouvez fixer au bout le seuil de pression à atteindre et la petite pince à côté sert à leur boucher le nez. Et donc l'intervention consistait à faire 5 fois 5 respirations, 5 fois par semaine pendant 4 semaines. Et pour 4 sessions par semaine, ils pouvaient le faire chez eux et tenir un journal d'entraînement. Donc, au niveau des résultats, on voit que le MEP a augmenté de manière significative, avec des effets positifs pour 9 participants et négatifs pour 3 participants. Donc, on peut conclure que le MST a permis d'augmenter la force des muscles expirateurs chez la plupart des participants. Pour la discussion.
Donc on remarque que le souffle de la parole a été altéré chez la plupart des participants de l'étude, avec une modification du volume d'initiation pulmonaire. On voit deux sous-groupes qui sont apparus à la fin de l'étude. Un sous-groupe qui avait un volume d'initiation trop bas de base et que la thérapie a permis d'augmenter, et un autre sous-groupe qui avait un volume d'initiation des poumons trop haut et que la thérapie a permis de diminuer. Donc on peut conclure que la thérapie permet de normaliser les patterns respiratoires chez les patients. Donc comme on peut le voir sur le graphique, le premier gros carré gris, ce sont les adultes sains. Ensuite, on voit que les adultes qui avaient Parkinson qui ont un volume d'initiation trop bas augmentent en gris clair après la thérapie. Et les deux dernières colonnes, on voit que ceux qui avaient plus haut que les sujets sains ont diminué après la thérapie. En fait, le diaphragme est un muscle qui se contracte vers le bas, donc il se repose sur la cavité abdominale et la tasse pour que les poumons aient plus de place pour se gonfler. Donc, les participants qui ont réussi à inspirer plus d'air avant de parler se sont rendus moins dépendants de la force du diaphragme et ont su utiliser les muscles expirateurs avec plus de facilité. Malheureusement, on n'a pas observé de changement dans la longueur d'énonciation et dans l'intensité vocale chez les participants. Une dernière donnée que les chercheurs ont retirée de cette étude, c'est qu'on a plus d'efficacité quand on apparie une thérapie physiologique respiratoire avec une thérapie comportementale de la parole que si on utilisait chacune séparément. Malheureusement, on remarque également qu'il y a 3 patients, donc le groupe de ceux qui ont leur volume d'initiation qui ont diminué. Donc leur performance diminue. Même si elle se normalise, on ne comprend pas encore pourquoi cette thérapie fait diminuer le volume d'initiation. Ce n'était pas du tout un effet auquel les chercheurs s'attendaient. Donc en conclusion, on peut dire que le MST permet d'augmenter le souffle de la parole chez les participants et de leur permettre d'avoir un volume d'initiation qui se rapproche à ceux des sujets sains. Mais il a un effet discutable sur la parole et peut même se montrer néfaste pour certains patients. Il sera donc nécessaire d'attendre des recherches futures avant de pratiquer cette technique de rééducation. Donc pour les logopèdes qui seraient intéressés, on a fait des petites brochures que vous pouvez venir chercher après près de nous, qui résument l'étude de manière simple si vous voulez en parler à vos patients ou à votre entourage. Donc ce qu'on aimerait vraiment que vous reteniez, c'est qu'il existe des thérapies abordables qui permettent d'augmenter la force des muscles expirateurs chez les individus ayant Parkinson, mais cette amélioration n'est pas directement bénéfique pour la parole et a des effets négatifs chez certains patients. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que ça a été comparé avec une thérapie vocale traditionnelle? Non, en fait, c'était, on évaluait, c'était seulement une thérapie musculaire, et après on évaluait la répercussion sur des mesures vocales. Et il n'y avait pas de groupe contrôle en fait. Le groupe contrôle, c'était simplement des données récoltées sur l'ensemble d'une population, mais seulement au niveau respiratoire et pas au niveau... D'accord. Et est-ce que en fait, cette étude, lorsque ça a été fait sur ces personnes, est-ce qu'on les a informés alors en fait de l'impact de la respiration sur la parole? C'est pas mentionné dans l'article. Parce qu'en fait, ça pourrait être très important et très intéressant, étant donné que des fois, je suis logopède spécialisée en voix, et en clinique, rien que le fait de dire aux patients que c'est important de bien respirer, etc., on voit une amélioration parce que le patient fait attention à comment est-ce qu'il respire. Je dis pas que c'est facile parce qu'après, il faut lui montrer comment bien respirer parce que c'est pas toujours ce qu'on croit, mais voilà, ça peut, je pense, influencer les résultats de l'étude, de leur dire ou pas que la respiration joue un rôle sur la parole. Moi, je voulais avoir votre opinion sur la question de savoir à qui est-ce que vous conseilleriez de faire une thérapie telle que celle-là et pourquoi? Pour les patients ou pour les professionnels? Pour les patients, à quel type de patient est-ce que vous conseilleriez une prise en charge telle que celle-là et pourquoi?
Étant donné qu'on ne sait pas exactement pourquoi ça a été néfaste chez certains patients, je pense que pour le moment, on ne le conseillerait même pas forcément du tout. Après, dans l'étude, ils disent que chez les 3 patients chez qui ça n'a pas été bénéfique, il y en avait 2 qui avaient des scores assez proches de la normale au début, et donc il n'y avait peut-être pas vraiment de gain à avoir. Et le 3e, en fait, qui a eu un empirement de ses symptômes moteurs pendant la thérapie, ce qui pourrait expliquer pourquoi ses effets étaient encore moins bons après. Mais vu que l'échantillon était même assez petit, je pense qu'on ne peut pas vraiment conseiller, en étant sûr de ne pas aggraver les symptômes du patient, de faire ce genre de thérapie. D'accord, merci. Je ne sais pas si ça a été fait dans l'étude, mais je me demandais est-ce que les adultes ont aussi, les adultes normaux, les adultes contrôle, je veux dire, ils ont suivi la thérapie aussi ou pas? Parce que ça aurait été intéressant de voir si chez eux ça diminuait aussi, du coup. Non, on a juste testé le MST sur les patients, enfin les 12 individus qui avaient Parkinson, mais comme Jeanne l'a dit, les données récoltées sur le volume d'initiation des poumons de base, le MEP et tout, ça a été fait sur des sujets contrôle, mais qu'on n'a pas du tout testé par la suite, quoi. On a juste testé sur les patients. Donc, mais c'est ce qu'ils disent aussi dans l'article à la fin comme conclusion. Ça serait bien aussi de tester sur d'autres sujets pour essayer aussi de comprendre pourquoi chez les individus ayant Parkinson, ça ne fonctionne pas toujours. Pour les gens qui ne sont pas très bons en physiologie, comme moi, pourquoi est-ce qu'ils ont une amélioration de leur capacité inspiratoire lorsque l'on entraîne la force des muscles expiratoires? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, en fait, c'est parce que le diaphragme, c'est un muscle qui fonctionne dans les deux sens. Lui, il se contracte vers le bas, donc c'est un muscle inspirateur puisqu'il permet aux poumons de se gonfler. Et ensuite, les forces passives font que les poumons se déremplissent, on va dire, pour souffler. Et le diaphragme, à ce moment-là, remonte, même s'il ne se contracte pas, mais dans sa phase de relâchement, il fonctionne aussi comme muscle expirateur. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à votre question, mais... Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, en entraînant les muscles expiratoires, on entraîne une espèce de relâchement du diaphragme. C'est ça, et il se repose sur la cavité abdominale. Le diaphragme a comme implication que on augmente le contrôle du diaphragme, c'est ça? Oui, exactement. Et Okay. on lui permet de mieux se placer sur la cavité abdominale et de plus la tasser. D'autres questions? Une dernière question? Non? Ben, merci alors.